Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur. Je suis Brice Tachemopone. Je suis informaticien, architecte logiciel. D'accord. Et donc, j'ai une série de questions que j'aimerais vous poser qui est relative à votre candidature à la magistrature suprême. Donc, j'ai lu votre programme de gouvernance pour le Cameroun, notamment le chantier 3, intitulé Économie et production, agriculture, élevage, industrie et nouvelles technologies. Et donc, mes questions s'articulent sur les parties qui portent notamment sur l'économie numérique, qui sont élaborées sur les pages 55 à 58. Oui. Et donc, la première question ça porte sur la diaspora et le transfert de compétences. Donc, j'aimerais savoir comment comptez-vous impliquer la diaspora camerounaise, notamment les ingénieurs, les entrepreneurs tech, dans le développement de l'écosystème numérique local. Des programmes de mentorat ou de co-investissement, est-ce qu'ils sont prévus dans votre plan? La deuxième question, qui porte sur l'infrastructure et l'écosystème technologique de votre plan. Vous mentionnez que votre projet envisage la création des pôles technologiques, comme la Silicon Mountain à Bria. Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour doter ces hubs d'infrastructures de qualité, notamment l'accès à Internet au débit, dont on parlait tout à l'heure, des laboratoires, etc. Et comment les connecter aux réseaux internationaux. Ensuite, la troisième porte sur le capital risque et le financement. Vous évoquez dans votre plan des incitations fiscales pour les investisseurs, notamment les exonérations pour les entreprises qui investiront dans les fonds de capital risque. Comment garantirez-vous la transparence dans l'utilisation de ces fonds et comment mesurez-vous leur impact sur l'émergence des champions locaux? Bien, merci beaucoup pour ces questions très précises. Manifestement formulées par quelqu'un qui est du secteur. Comment entendons-nous intégrer le mentorat et est-ce qu'il y aura des co-investissements? Ça, c'est en fait les deux premières questions. Le mentorat ne peut pas être simplement public. Le mentorat, d'ailleurs, souvent vient du secteur privé. Mais nous avons dit que si l'État veut prendre toute sa place, ou en tout cas jouer tout son rôle dans l'impulsion du développement du secteur technologique, des entreprises technologiques, il faudra justement qu'ils s'y impliquent. Et une façon de s'y impliquer, lorsque vous mettez en place des financements publics, c'est de vous assurer, vous avez d'ailleurs dans une question après abordé cela, c'est de vous assurer que cet argent est utilisé à bon escient et atteigne son objectif. Moi, le mentorat, c'est d'abord le secteur privé. Et on peut encourager le secteur privé de 1000 façons d'organiser le mentorat. Parce que nous voulons... Le développement du Cameroun se fera avec le secteur privé. Fondamentalement, l'État est là pour encadrer. L'État, je n'invente pas le concept, il est dans l'espace public depuis des années. L'État camerounais de demain doit être un État stratège. Il est là pour concevoir les stratégies à la fois de développement, d'industrialisation et même de protection en termes de sécurité du pays. Mais ceux qui sont les acteurs qui tirent le développement, qui sont le moteur de développement, c'est le secteur privé. Pour moi, en tout cas pour nous, au MRC, d'où d'ailleurs notre philosophie, libéralisme social, il y a la liberté, liberté d'entreprise, liberté de créer. Le tout, c'est d'amener le secteur privé camerounais à ne plus être passif, à ne plus regarder ce qui se fait ailleurs, sans se dire qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons. Parce que le secteur privé ne doit pas croire que son rôle se limite même seulement à la production. Le secteur privé doit se dire que son rôle consiste aussi à créer les conditions pour qu'il y ait perpétuation de l'activité privée. Et ça ne peut se faire qu'à travers la transmission.
Si vous voulez avoir... comment est-ce que la dynamique du secteur privé crée la richesse? C'est parce qu'il y a tout le temps de nouvelles entreprises. Celles qui sont là grossissent, mais il faut qu'il y ait de nouvelles, que ce soit sur le plan technologique et autres. Et donc, ce sont les mentors qui sont passés par des étapes, qui ont eu certaines expériences, qui transmettent cela aux jeunes. Et le mentorat, pour ceux qui en douteraient, a l'avantage justement de permettre, si les jeunes sont assez attentifs, de tomber dans certains écueils dans lesquels les autres sont tombés. Premièrement. Deuxièmement, les mentors ont leur exercé. Et ils peuvent d'ailleurs, à partir du mentorat, eux-mêmes investir même dans ces entreprises. Ou conseiller que l'on investisse, parce que le mentor apporte, j'allais dire, un surcroît de crédit au projet ou à l'entreprise. Donc l'État va créer les conditions, même en suscitant, on peut imaginer que l'État vraiment encourage le GECAM ou je ne sais pas moi quel autre groupement d'entreprises d'en faire une activité sérieuse en son sein. De dire, nous devons au bout d'une année voir combien d'entreprises vous avez encadrées et les résultats et l'impact que ça donne. Donc, ce n'est pas une activité proprement de l'État, c'est une activité que l'État va accompagner. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y aura des co-investissements? À n'en point douter. Il ne peut pas, nous ne pouvons pas, merci de votre question sur ce point-là. Nous ne pouvons pas envisager le développement rapide, sérieux du Cameroun et surtout dans certains secteurs où l'on pense que nous sommes irrémédiablement condamnés à suivre les autres sans que l'État co-investisse avec les Camerounais dans certains secteurs. Je vais vous dire une chose. Quand on a créé la SNI, et c'est pour ça que ce pays est un pays de génie. Moi, je vois comment on crée la SNI dans les années 70. Personne ne sait encore ce que c'est que les fonds d'investissement. Personne ne sait encore ce que c'est que les bras de l'État pour investir dans le secteur privé. Le Cameroun l'a déjà. Et je vous rappelle, puisque vous êtes bien plus jeune que moi, que lorsqu'on crée ça, qu'est-ce que le président de la République de l'époque fait? Il prend un certain nombre de jeunes Camerounais diplômés des universités nationales qu'il envoie aux États-Unis pour faire les premiers MBA du Cameroun. Il les a envoyés pour venir donc à la SNI, à la Société nationale d'investissement, pour gérer la SNI. Et ça a donné le résultat que vous avez vu. Le nombre d'entreprises qu'on avait créées pendant cette période, avec justement, parce qu'il avait fait le constat selon lequel il y a beaucoup de secteurs dans lesquels le secteur privé national n'était pas encore mature pour pouvoir investir tout seul. Ou bien il y a des secteurs qui ont une rentabilité à long terme, que seul l'État peut porter suffisamment pendant une période. Et c'est pour cela que donc, il y aura des co-investissements, c'est inéluctable. Si on veut vous pousser dans des domaines, et moi je les ai ici, je ne vais pas à l'esprit, mais je ne vais pas les dire ici nécessairement, si on veut vous pousser dans des domaines stratégiques pour le pays, où l'on voit qu'il faut que dans une dizaine d'années nous soyons à un tel niveau, mais que le secteur privé par lui-même et à lui tout seul ne peut pas arriver à mettre cela en place, l'État va co-investir avec le secteur privé. Donc, co-investissement absolument. D'ailleurs, dans notre esprit, il est question de revoir justement cette merveilleuse organisation, société publique dont je viens de parler, de fond en comble, parce que il ne s'agit pas juste de faire des réaménagements administratifs, il s'agit là d'un outil, d'un instrument déterminant pour le développement du pays demain. Ensuite, vous avez posé la question de l'accès à Internet haut débit. Excellente question aussi, mais c'est vous, les ingénieurs, les techniciens, qui allez nous aider. Je ne comprends pas que nous soyons dans un monde où certains pays ont accès au haut débit et nous autres pas. Donc il y a un problème, et s'il y a un problème, il faut le résoudre. Il faudra que vous, les ingénieurs, vous m'expliquiez quelles sont les conditions pour que le Cameroun ait accès à Internet haut débit de façon permanente. Je serais vaniteux si je vous faisais croire que je connais les solutions. Moi, je ne suis pas ingénieur. Donc, mais il faut que les ingénieurs camerounais, parce qu'on les consultera, nous donnent des explications là-dessus. Pour le faire, il faut telle chose. Et on va réunir ces conditions-là. Il n'y a aucune raison qu'on ne réunisse pas. Vous savez, vous voulez faire, par exemple, si vous voulez faire une plateforme financière de niveau international au Cameroun, il vous faut Internet à haut débit. Rien que ça. Mais pourquoi Maurice arrive à faire Internet à haut débit et devient une place financière? Maurice, une petite île, devient une place financière en Afrique, en Why Not Cameroun?
Why not Cameroun? Pourquoi pas le Cameroun? Donc il y a un problème concret. On nous dit il y a le câble sous-marin, il y a la fibre optique, il y a ceci. Mais pourquoi ça ne marche pas? Expliquez-moi pourquoi ça ne marche pas. S'il faut passer par les satellites, on passera par les satellites. Mais il y aura... Fait quoi? Il y aura Internet au début au Cameroun. On le souhaite. Parce que c'est avec ça qu'on va se développer. C'est avec ça qu'on va se développer. On va faire comment? C'est ça. Donc, et comment connecter aux réseaux internationaux? Là encore, c'est la même chose. Comprenez? Donc, moi, je sais qu'il y a un câble sous-marin qui passe par le Cameroun, donc qui part du Cameroun. Je sais que il y a la fibre optique. Au moins les deux là, je connais. Mais pourquoi avec ça, on n'a pas Internet à haut débit de façon régulière, permanente? Comment vous voulez pousser les jeunes dans la tech? Comment pouvez-vous espérer qu'ils vont faire des miracles dans le domaine de la tech si l'instrument de base, qui est Internet au débit, n'est pas là? Donc il faut qu'on sorte un peu de l'arriération dans laquelle nous sommes installés. Bon, j'aime bien manger tout ce que vous voulez, le ndolé, le macabo et tout ça, mais on ne va pas vivre que de ça. Nous sommes dans un monde hyper compétitif et nous devons nous donner les moyens de soutenir cette compétition-là. Nous avons déjà une matière, excusez-moi, entre guillemets, que beaucoup d'autres pays n'ont pas, la ressource humaine. C'est ça. Et nous n'arrivons pas à faire la différence, même seulement à l'échelle de l'Afrique. Il y a un problème, excusez-moi. Ce n'est pas moi qui ai parlé tout à l'heure, c'est notre compatriote d'Allemagne qui dit « Nous avons ce qui est le plus précieux, le plus difficile, la ressource humaine. Les autres, c'est matériel. Comment est-ce que nous arrivons? On achète, mais nous donnons les moyens d'acheter. Quel est le problème? Donc on va, ça c'est des choses qu'on va régler, croyez-moi. Il faut simplement que nous mettions cela comme une priorité, comme quelque chose d'important. Nous ne pouvons pas, nous parlons d'éducation. Nous voulons former notre jeunesse aux nouvelles technologies, aux technologies de l'information, de la communication et tout. Et nous n'avons pas de connexion à haut débit. Si vous voulez maintenant que tous les lycées du Cameroun, je ne parle même pas des universités, moi je suis au-delà des universités, que tous les lycées du Cameroun puissent avoir une vraie salle informatique, que les enfants très tôt se familiarisent à cela, il faut avoir justement les capacités. Ça va avec ça. Et je vous dis, nous on voit au-delà des lycées, c'est à partir de la maternelle. Je disais aux gens, les Chinois, le jeune Chinois, il code à partir de 5 ans. Commence à dater le codage informatique à partir de 5 ans. Donc il faut que nous arrêtions de... Nous sommes dans un monde global. Ce n'est plus comme il y a 40 ans où quelque chose, on découvrait quelque chose peut-être aux États-Unis, ça mettait 15-20 ans pour arriver en Europe et ça mettait entre l'Europe et l'Afrique, ça mettait 30 ans. Donc non, il faut qu'on sorte de là. Donc voilà, pour ce qui est du financement... Les incitations fiscales. Les incitations fiscales, oui, il faudrait... Ça aussi c'est... Toujours, j'ai dit toujours, il faut travailler avec le secteur. Nous posons le principe que nous sommes prêts à faire des exonérations dans le secteur. Mais ce sont les professionnels du secteur qui peuvent nous dire telle taxe ou tel impôt pèse trop sur nos charges, ou bien on peut nous alléger de telle ou de telle manière. Et on va le faire. Du moment où l'objectif est commun et partagé, on peut faire ces efforts-là. Quand je dis cela, souvent certains me disent, oui, mais enfin, si ça sont des promesses électorales. Non, parce que moi, je sais très bien ce que je voudrais qu'on fasse et où l'on va, où on doit aller. On me dit, où est-ce que tu vas trouver les financements? J'ai dit, le problème du Cameroun n'a jamais été un problème de financement. Le problème du Cameroun a toujours été l'utilisation du financement. On utilise à quoi faire? Le vrai problème du Cameroun, si moi je veux, sur les aspects sociaux, je prends un exemple, on a parlé de santé tout à l'heure, ou de l'éducation. Si je veux la gratuité, si j'ai dit et je tiendrai ma parole que la césarienne sera gratuite, pourtant ça va nous coûter des milliards, parce que je ne veux pas qu'une femme meure en donnant la vie, parce que voilà, sauf si on n'y peut rien. On me demande, où est-ce que tu trouves l'argent? J'ai dit, je trouve l'argent en réduisant drastiquement le train de vie de l'État. Dans la fonction publique, dans l'administration aujourd'hui, les frais de bouche coûtent 60 milliards de francs CFA. C'est-à-dire ce que nous partageons après une réunion comme ça, là, c'est 60 milliards de francs CFA. Bon, moi je dis, comme je suis un père qui est très gentil, je prends seulement 50%, 30 milliards. Je fais beaucoup de choses avec ça. Et là, je n'ai parlé que des frais de bouche. Je n'ai pas parlé du carburant. Je n'ai pas parlé des véhicules administratifs. Je n'ai pas parlé de tas de choses.
il faut que notre État vive à son niveau réel. Nous vivons au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire l'État, je parle de l'administration. Le secteur privé, si quelqu'un veut m'acheter son jet privé, il a gagné son argent. Ce n'est pas mon problème. Mais l'administration, nous devons vivre à notre niveau réel, c'est-à-dire au niveau d'un pays qui n'est pas encore développé. Il y a un moment où il va falloir qu'on se retrousse tous les manches comme ça et qu'on travaille. Et ne croyez pas que c'est la génération qui travaille qui goûte du fruit de son travail. Nous allons travailler pour laisser d'autres voir. C'est comme ça la vie. Si les gens veulent déjà profiter aujourd'hui parce qu'ils disent que oh non, il faut qu'on prenne notre part, on ne se développera jamais. Donc il va falloir qu'on se retrousse les manches, qu'on se mette au travail. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de véhicules administratifs. Je dis que les véhicules superflus ne seront pas achetés. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de véhicules administratifs, mais je dis que des véhicules beaucoup trop chers, beaucoup à des prix exorbitants, qui sont des palaces en mouvement, ne seront pas nécessaires. Voilà. Donc il faut acheter des voitures utilitaires à notre niveau et tout. Voilà. Donc sur ces chapitres-là, je vais trouver les moyens de financer ma politique sociale et peut-être même justement de faire des exonérations. Ça, c'est en dehors du contrôle des ressources et des autres ressources réelles, recettes réelles de l'État. C'est-à-dire combien nous rapporte le pétrole, combien nous rapporte le gaz, combien nous rapporte l'or, combien nous rapporte le diamant, combien nous rapporte le bois, et j'en passe. Donc il ne faut pas qu'on fasse comme si... Le Cameroun n'est pas un pays pauvre. C'est nous qui l'avons rendu pauvre. Et c'est nous qui le maintenons dans la paupérisation. Il faut maintenant que nous décidions d'être développés et on va se développer. C'est tout ce que je dis. Donc on va effectivement, ensemble avec vous, et secteur par secteur. Secteur par secteur, c'est-à-dire que on a les entreprises du secteur technologique, mais on va prendre des entreprises, par exemple, du secteur agricole. Voilà. Et il y a là un potentiel et des gisements d'emploi énormes. C'est un de nos amis qui disait tout à l'heure, combien il y a des emplois dans le domaine de l'agriculture, lui ou quelqu'un d'autre. Mais il ne s'agit pas. Parce que dès qu'on dit ça, même les jeunes sont traumatisés que oh, vraiment, donc nous là, on va aller au champ pendant que les autres. Non, c'est parce que c'est parce que nous sommes encore dans le schéma de l'agriculture de survivance à la houe. C'est-à-dire, nos parents là, avec tous leurs efforts, ils pouvaient cultiver maximum 1 hectare, non? Toute la famille est au champ, on cultive 1 hectare. Non, ce n'est plus là. C'est vraiment l'agriculture modernisée et avec tout ce qui va, avec l'agribusiness, c'est-à-dire avec tous les maillons intermédiaires de transformation. Et ça touche tout le monde. Parce qu'après, il faudra aussi mettre la technologie, votre secteur, dans l'agriculture, dans la production agricole et dans la transformation agricole. C'est un tout. Donc, franchement, il y a moyen donc, de travailler secteur par secteur, de lever les obstacles. Nous sommes là justement pour lever les obstacles, pour que l'activité puisse avancer. Alors, vous m'avez posé comment garantir la transparence et l'impact sur l'utilisation de ces fonds. Oui, c'est ça. Ça c'est une question, je dirais même d'ordre général. C'est-à-dire que nous avons globalement un problème à la fois de transparence et de rigueur dans la gestion de tout ce qui est fonds publics et autres. Et ça ne concerne pas simplement le fonds qu'on va mettre en place pour le fonds spécial pour l'entrepreneuriat qui va couvrir le secteur des entreprises de technologie. C'est comment effectivement garantir cela. Il n'y a pas 1000 choses, il n'y a pas 1000 moyens. Ce sont les contrôles, ce sont les audits réguliers. Vous voyez, notre pays est doté de toutes les institutions que vous pouvez imaginer sur Terre pour que les choses aillent bien. Sauf que malgré tout cela, ça ne va pas bien. Donc il faut interroger la pertinence de ces institutions et leur fonctionnement. Je dis quoi? Par exemple, pour l'État, nous avons le ministère chargé du contrôle supérieur de l'État. Tout un département ministériel. Nous avons la CONAC. Nous avons la Chambre des comptes. Et je ne sais même plus quoi. Nous avons tous. Pardon? La NIF. Oui, nous avons la NIF. Voilà, merci. Nous avons la NIF. Et tout cela, ça ne diminue pas la corruption. Simplement pourquoi? Parce que ça, c'est mon observation personnelle. Je prends seulement le ministère chargé du contrôle supérieur de l'État. Je mets quiconque ici au défi de me citer une entreprise publique qui a fait l'objet du contrôle supérieur de l'État ces dernières années. Ces 5 dernières années. On n'a pas. Un ministère qui a fait l'objet du contrôle supérieur de l'État.
depuis 10 ans, depuis 20 ans. Qui peut me... Il n'y en a pas. Pourquoi voulez-vous donc qu'il y ait la transparence ou que les dirigeants de ces structures-là aient la moindre inquiétude? Rien ne se passera. Mais si vous faites le contrôle, et ça c'est valable pour toute chose, si les institutions de contrôle jouent pleinement et effectivement leur rôle, c'est-à-dire que chacun sait que sur 2 ans au moins, 3 ans maximum, il peut avoir un contrôle. Parce que, vous voyez, quand on nomme généralement un DG d'une entreprise publique, il en a pour... Bon, la situation actuelle est indescriptible, parce qu'ici, il y a des gens qui sont là depuis plus de 30 ans. Mais mettons qu'il en a pour 10 ans. Oui. Si au bout de 3 ans, il a déjà un contrôle, il sait que, voilà, je dois me tenir à carreau parce que je peux avoir un autre contrôle à tout moment. Et quand vous faites le contrôle, tirez-en les conséquences entièrement. Tirez-en toutes les conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez détourné les fonds publics, on ne doit pas faire le constat et dire qu'on vous a mis à Nobel ou à Kondengui. Comme vous m'avez entendu dire, les Africains, ils ne craignent pas la prison. Si le gars, il a déjà pris ses 5 ou 10 milliards, tu dis que il rit. Il dit que le jour où je vais sortir, et puis même pendant qu'il est là, il fait des pieds et des mains pour sortir, ou bien même pendant qu'il est séjourné. Donc c'est pas ça. Il faut que celui qui a détourné les fonds publics ne profite pas de ces fonds publics. Donc il faut frapper au porte-monnaie. Si quelqu'un a pris, et c'est constaté et établi, mais pourquoi est-ce qu'on attend quoi pour saisir? On attend quoi pour chercher partout où il a pu placer? On sait le faire. On sait le faire, mais pourquoi on ne le fait pas? Donc, pour moi, la transparence, c'est qu'il faut que nous, Camerounais, demain, commencions à, comme on dit, entre guillemets, craindre l'État, c'est-à-dire l'autorité, le contrôle, et que la reddition de comptes, rendre compte de la manière dont on a géré le fonds public, entre dans nos habitudes. C'est la seule façon. Il n'y a pas... Bon. Maintenant, comment mesurer l'impact? Sur l'émergence des champions locaux. Oui, mais est-ce qu'on jette cet argent-là comme on jette le riz sur les mariés? Non. Tu as donné à une entreprise sur la base comment dire, oui, des besoins d'un cahier de charge en quelque sorte. C'est pas que tu jettes l'argent comme ça. L'entreprise a dit qu'après 12 mois ou après 24 mois, je serai à tel niveau. On va contrôler, vérifier les objectifs. Non, on ne peut pas s'amuser avec l'argent public comme ça. C'est pour cela que je dis encore une fois, là où il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle institution de financement, utilisons les canaux existants pour financer, parce que si vous confiez ça à une banque qui a l'habitude de gérer les entreprises, ils vont assurer un suivi efficace. Tout ce qu'elle va vous demander, c'est d'avoir son pourcentage, non? Comment on dit ça? C'est une commission, voilà, une commission. Pour lui donner sa commission, ça allège l'État, mais il fait efficacement le travail. Sachant qu'il prendrait un risque énorme si lui-même entre dans la magouille, puisque vous avez de quoi frapper. Une banque, ce n'est pas quelque chose qu'on ne trouve pas. Voilà. Je pose la question parce que c'est vrai, si vous devenez président de la République, vous n'allez pas changer les fonctionnaires actuels, dont les habitudes seront encore là. Oui. D'habitude, lorsque l'État crée ce type de commission, il y a des hauts fonctionnaires, enfin je n'ai rien contre les hauts fonctionnaires. Hein. Oui, non, je veux juste te dire, est-ce qu'il va falloir plutôt donner plus de pouvoir, de contrôle aux acteurs du secteur privé, par exemple les banques? Tout à fait, c'est tout à fait ça mon intention. C'est-à-dire qu'en fait, moi je vois par exemple les comités de sélection des projets. Si vous avez un panel de 7 personnes, il y aura maximum 2 personnes de l'administration. C'est juste pour que l'administration ait un regard là-dedans. Parce que ceux qui sont outillés pour apprécier les projets, ce sont les opérateurs du secteur privé, c'est eux. C'est pas les fonctionnaires. Donc l'État est là, effectivement, pour avoir son regard, y compris aussi pour faire les rapports, pour faire les comptes rendus, pour dire qu'effectivement, on a débloqué tant, voici ce qui se passe. Sinon, en fait, même, j'y mettrai pas l'État. Mais il faut quand même que l'État ait une présence pour voir, puisqu'il y a des fonds publics, il faut rendre compte à la fin pour voir comment ça s'opère. Tout à fait. Voilà. Bon, je terminerai. Oui. Je ne pourrais pas oublier cette question. Là, il s'agit de la formation des talents numériques. Oui. Dans votre programme, vous parlez de renforcer les compétences
en développement logiciel et en électronique. Comment comptez-vous réformer les programmes universitaires et professionnels pour aligner les compétences des jeunes sur les besoins du marché tech mondial? Je crois que c'est aussi l'une des préoccupations du GECAM dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Tout à fait. Absolument. Je l'ai dit depuis 2018. Je dois ici d'ailleurs apporter une précision. Le programme que vous avez lu, c'est le programme de 2018. Tout à fait. Le programme 2025 n'est pas encore sorti. C'est pourquoi je vous rencontre. Je vous rencontre pour affiner le programme. C'est lorsque j'aurai bouclé mes rencontres avec les différents secteurs d'activité que effectivement on va finaliser le programme. Ça n'aurait pas de sens de venir vous voir alors que j'ai déjà un programme sur le sujet. À la limite, ce serait vous manquer de respect. Donc je voudrais que vous soyez presque les co-rédacteurs du programme ultime. Parce que c'est pour ça que je suis vraiment très attentif. Maintenant, pour répondre très précisément à votre question, pour moi c'est un enjeu. Et croyez-moi, moi mon ambition, comme homme public et comme quelqu'un qui veut assumer les fonctions les plus élevées dans le pays, c'est vraiment de mettre en orbite le pays. C'est-à-dire de le mettre en capacité d'affronter l'avenir. Et pour moi, c'est pas simplement en faisant du replâtrage ou des cosmétiques sur ce qui existe. C'est vraiment de voir plus loin. Je vais vous dire, pour mettre en place ces structures-là, j'entends renforcer les universités existantes dans leurs facultés de sciences, dans leurs institutions et tout. Mais mon intention, c'est de créer au Cameroun au moins, je dis au minimum, 4 universités de sciences et technologies de niveau international qui seront à la fois des structures de production de ce que nous avons de meilleur dans les technologies justement de pointe, mais également des centres de recherche avancés. Parce que c'est de cette façon-là que je voudrais que nous mettions rapidement au diapason d'autres pays, mais aussi que ceux de nos compatriotes qui sont encore à l'étranger puissent par ce biais-là faire le transfert de savoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous prenez un pays comme le Maroc par exemple, pour prendre un pays sur le continent. Moi j'ai vu le Maroc mettre en place la mutation dont nous commençons à voir les résultats aujourd'hui. Le Maroc aujourd'hui est dans le secteur de l'aéronautique. C'est-à-dire que le Maroc contribue à la fabrication de Airbus. Des parties de Airbus sont fabriquées au Maroc. Et ils sont en train de développer leur propre capacité dans l'aéronautique. Le Maroc aujourd'hui a une vraie industrie automobile. En dehors des structures de montage, ils ont leur propre marque. D'ailleurs, le roi Mohamed VI a, je crois il y a 3 ou 4 ans, 3 ans, voilà, inauguré la première marque du Maroc, véhicule. C'était comme une sorte de Land Cruiser ou bien la Mercedes coupée. Mais pourquoi? Parce que pour ceux qui regardent, depuis 30 ans, ils ont préparé cela. Depuis 30 ans, qu'est-ce que fait le Maroc? Parce que je signale en passant que le Maroc est depuis une vingtaine d'années celui qui envoie, dont les ressortissants réussissent le plus le concours de Polytechnique France. C'est le numéro 1. Ouais. Et après eux viennent le Cameroun. Sauf que le Cameroun, c'est la débrouillardise, c'est chacun qui se débrouille. Comme les Camerounais savent se débrouiller, même si c'est dur, comment ils passent. Donc ils sont là. Mais les autres sont dans une vraie stratégie. Sauf que les nôtres se débrouillent, mais ils n'entrent pas dans une stratégie. C'est ça toute la différence. Et donc moi, je veux au moins 3 à 4 universités de sciences et de technologies, en dehors des universités qui existent. Je dis bien en dehors. Nous avons même déjà à l'esprit là où on voudrait les implanter. Deuxièmement, c'est qu'il va y avoir des laboratoires. On ne va pas multiplier les laboratoires au Cameroun. Nous n'avons pas les moyens de soutenir une dizaine de laboratoires. On va avoir un certain nombre de laboratoires de pointe dans des domaines où nous voulons être à la pointe. Et on va également les implanter. À partir de là, quand je fais mon université de sciences et de technologies, ces sciences et technologies, je ne vois donc pas comment je ne vais pas former le personnel dont nous parlons. Je vais les former. Sauf que ça ne va pas se faire en 2 ou 3 ans. Je vous donne là des trucs à moyen terme, ça ne va pas se faire dans 20 ans, mais c'est une affaire de 7-10 ans. Vous avez ça. Si dès qu'on arrive, on met ça en place, vous aurez les résultats à partir de là. Mais il faut préparer le terrain.
Il ne faut pas s'asseoir et croire qu'un jour on va claquer du doigt et ça va venir. Non. Parce que quand vous prenez ça, quand vous, le temps que vous construisiez complètement une université, ça va vous prendre 2 bonnes années. Construire, équiper, n'est-ce pas, où les enfants, où les jeunes vont aller faire ce que j'ai vu dans les laboratoires au MIT ou bien à Harvard, où ils construisent son prototype. Ils ont des laboratoires où le jeune construit entièrement son prototype. Avant d'aller vers les investisseurs, il vient avec le prototype. Il ne se contente même plus de montrer comment dire, en 3D ou non, il construit physiquement. Donc c'est ça, c'est à ça qu'il faut arriver. Et cela suppose donc que l'État s'engage dans ce secteur, dans ces domaines-là, comme si sa vie en dépendait. Parce que ce n'est pas toujours aussi simple. Ce n'est pas même facilement que vous allez trouver des partenaires qui vont vous permettre de construire des universités de ce genre, comme je le veux, mais il en existe. Donc on va faire cela. Et je crois que après, lorsque vous direz que vous voulez construire un véhicule, dans mon programme de 2018, je promettais aux Camerounais une voiture camerounaise en 3 ans. Quand j'ai fait ça, tout le monde est tombé dessus. Dans tous les programmes, maintenant, chacun veut faire la voiture. Mais bon, je vais leur laisser ça, je vais parler d'autre chose. Oui, c'est ça. Parce que je savais, en fait, la ressource humaine que nous avons, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, qui est le grand pays de l'automobile. Et que si vous voulez les mettre à contribution, vous pouvez arriver à un modèle camerounais. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas, en réalité, c'est que si vous avez une marque locale, vous pouvez ensuite faire des associations, des partenariats. Donc il faut dépasser le stade de l'assemblage. Il faut dépasser le stade de l'assemblage. Donc pour moi, la solution et la réponse à cette question-là, c'est d'avoir 2, 3, 4 maximum universités de sciences et de technologies de pointe dans ce pays qui est vraiment exclusivement dédié aux sciences et à la technologie. Exclusivement. Où on fait de l'innovation. Où même l'État peut définir les choses dont il a besoin et confier à ces universités, en fonction de leur domaine de spécialité, le temps de mettre cela au point. Voilà, c'est là, je vous ai dit vraiment le fond de ma pensée. Voilà la vision que j'ai pour le Cameroun. Les facultés de sciences actuelles existeront toujours. C'est pas qu'on va les supprimer, on va même les renforcer. Mais il y a tellement de choses à faire dans le domaine scientifique que même je ne sais pas si toutes les 10 universités d'État ont des facultés de sciences, mais celles que je voudrais que l'on mette en place, c'est vraiment pour permettre au pays de compétir dans les 20, 30, 40 prochaines années. Je vous remercie. Merci. De vos réponses et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Good evening, Professor. Good evening, sir. Thank you for. We're happy for having you here once more. It's my pleasure. Okay. My name is Eno Ita, and I'm the founder and CEO of KTS Mobility. We're a tech company that provides transportation for kids to school. And we operate a platform that aggregates vehicles from schools and transporters, such that we provide safe, reliable, and comfortable transportation to school in Cameroon. My question, or what I want us to talk about, is about accessibility, inclusion, and diversity. I've listened to you since you took the podium, and I would like to know your vision concerning the women. Because technology, what comes to mind is mostly men. It's a male-dominated domain, but there are a lot of women who are also doing great stuff in Cameroon right now. I can state a few of them, like Mrs. Rebecca Enunchong, doing great stuff for the community in the ecosystem, as well as other women. And also, we have marginalized regions in Cameroon. I'd like to also to know your take on those regions, as far as technology and access to digital services are concerned. Thank you. As far as technology and access to digital services are concerned. Thank you. Thank you very much. Thank you very much indeed. Yes. Accessibility, inclusion, and diversity.
what about women? I've said so many times that I don't, as far as development, creativity, entrepreneurship, and so on and so forth, and work as a whole is concerned, in my mind, I see no difference between a man and a woman. For me, absolutely. I've been very clear, crystal clear on that since many years. Maybe because I have daughters, but I see no difference. I never understand why. For instance, if we take the wages, a man should be earning more money than a woman doing the same job. Frankly speaking, I don't understand this discrimination. So for me, when I talk of technology, I see technology as something, the ownership of technology is not only for men, it's for any Cameroonian citizens, including and maybe first and foremost the women. I see women doing everything a man can do. So indeed, we have something to do in our country to fill the gap between men and women, because due to our probably due to our culture, our customs, and so on and so forth, people make a lot of difference between the two. But being in a country where more than 50% of population is women, it will be really something I cannot contemplate making any difference between them. It means that you will put more than 50% of your population out of the game and out of the picture. And what do you expect at the end? So for me, we'll do what it takes to give women their chance and to close the gap. We know that basically in the southern regions of our country, things have improved, but concerning the northern part of the country, we still have a long way to go. But we have to sensitize parents, basically. I know that religious factor might play some role or a key role in those regions, but we see, for instance, Muslim countries, women going to work, participating in the creation, invention, and so on and so forth. And we can also see the difference in our own society between women who have been able to go to school and those who did not have a chance to do so. So it means that it's a pedagogic something. We have to go and advocate and explain and convince population, and especially in those three regions, that let your girls go to school. Maybe if we want to secure, to bring more security for them, let us think of that. But don't prevent them to go to school, because it is a loss for you and it is a loss for the country, the whole country. So yes, when I talk of technology, I talk to all Cameroonian citizens, including women. Now, if we have specific actions to take to allow our women to be full part of the project of what we are going to do, yes, I'm open to that. I'm ready to take whatever is necessary to do so. And I don't want to talk politics here, but I've been saying that if women do not involve themselves, for instance, in the political parties or in the field, they will not be elected. They will be there as spectators to clap the hand when men pass. Yes, that's it. But if you want to play a role, I've been saying this. Should we be able to present as women as we need, I will guarantee that we will make sure that at least 30%, due to the current situation, but in the future 50%, but for now 30% at least of our MPs or our mayors are women, provided that they are available. Because sometimes you would like to involve them, but they are not available.
they shy away maybe due to their husbands or to their parents, and to maybe they don't feel concerned enough with the public life. We have a long history back, and where women were, go look after children, go to plantation and so on. It's not your task to go there. But we have to change the pattern. So if you have some good ideas, I'm open to that. Okay. I'm really hot. I will buy them. As I really want to include that in the final version of my program. Okay. Yes. What can we do for the marginalized regions? This is a very important task and a big challenge ahead of us. I understand by marginalized regions the two English-speaking regions of Cameroon, and at least minimum two regions of the three regions of the northern part of the country, and more especially the far north. Yeah. I have the chance to go around the country, and I know what is the situation on the ground. Concerning the two English-speaking regions of our country, with the war that has been raging in these two regions for the past 8 years, I've been saying 2017, 2018, that as soon as we are in position to rule the country, and I repeat it here, my first trip out of the capital will be in the English-speaking regions. I want to bring a message of peace and cool down the heart of people. We made a mistake as a country. We should acknowledge the fact that it was a mistake and that the situation was not properly handled. And the only way to do that is to go there. If you are the ruler of the country, to go there by yourself. No one can tell me that if the head of state of this country want to go in the northwest and southwest region, we cannot secure this. In fact, if you talk to people, including those who are in the field now fighting, including that time has come to make peace in this country, they will welcome you. So that's the starting point, because you cannot go there and construct the villages that were destroyed, where you are not carrying on a message of hope and peace. We start with that, and we will rebuild. This is my commitment in front of you and in front of the nation. We'll rebuild all the villages that were destroyed by the war. We owe them. This minimum we can do, because when I look at that, at our people who are spread out the country in different towns and cities and villages in Cameroon because they were running, escaping the war, I think that something must be done, and we shall do it as a nation. Yes, now the political aspect, I will not elaborate it here, but this is my commitment. The villages will be rebuilt with the involvement of the population themselves, because it's for them to tell you, we can repeat here, we can do this, we can do that. They should be fully involved in it, and not that we will send some few civil servants from Yaoundé to go there and make their own money, but we can do better than that. That's my first point. And see, because if we don't take that problem seriously, we will face hardship in the future. We have a whole generation. We are losing a whole generation of young Cameroonians who are not able to go to school. And yes, I think it's something, I'm very sensitive to that. And I've been trying to make my voice heard, to be loud on that. But, sometimes you try to help, but you are combated by people coming from the very region. Indeed, but that's the public life. So we will
try to catch up. And concerning the Far North, I've said in the previous gathering or meeting that this will be a priority for the first, let's say, 100 days, if I'm president, is to make sure that to secure, population along the Logan River to avoid the flood. Because every year we have the flood, we know the origin, the cause of that. It's like we are just armless. And I think some years back, the head of state even asked the Génie Militaire the year after some people to go and build a dam. I don't see, is it so difficult to build a dam in the country? No, we need to secure, and that people will not be victim of the floods anymore. And from there, we'll see what have been abandoned. Because for the past 30 to 40 years, yes, these regions were really abandoned. We need to bring back some economic life in those regions. Whether agriculture, and in fact, it's not desert. It's just that there is, in certain period of time during the year, there is lack of water. Yeah. But just because we only count on the rain. But how do you solve the problem if you only count on the rain and you have the rain for 3 months or 3 to 4 months a year? And that's where technology has a very exactly to play. Exactly. So you will help out with technology, even to secure the rainwater, to predict the climate. Exactly. So yes, we'll bring them back in the process of the development of our country, both regions. It's painful to see a whole region, which the two regions, Northwest and Southwest, are amongst the most fertile regions of the Cameroon, where you find hard-working people, and yet now they are starving and they cannot even contribute to the public finances, because the Prime Minister himself signed a decree or an arrêté say that the Northwest and Southwest cannot pay taxes anymore because yes, there is a disaster. You acknowledge the fact that there is a serious problem there, but we are not tackling the cause of the hardship. So, but for the three northern regions of the country is rather simple, because you take a region like Adamawa region. There is no reason why Adamawa region is just a paradise. If you have been able to visit the region, they raise cattle, and I think it's maybe amongst, if not the number one of cattle raising in Cameroon. And for agriculture, you cannot just imagine. So why is it that people are suffering in such a region? And you can move to the northern part of Cameroon. It's a region you can produce, you have plantation of cashew plantation, for instance. Côte d'Ivoire has become a number one. But 10 or 20 years before, Côte d'Ivoire just produced a very little quantity of cashew nuts. But now they are number one. So why should our people be suffering in a region we can produce such crop? And you move in the far north, cotton. Cotton is, the region is really suitable for the production of cotton, but they are doing it. But we can do more, and I don't see why from the cotton produced in that region we cannot have industry. Yes, add value, develop the value chain. Exactly, to add value to the production. Why should be SICAM is here in Douala? But okay, let's SICAM in Douala, but you can still create more industries in those regions to transform the cotton. Maybe you heard of Benin, which will be contributing in the production of the shirt for the World Cup. Yes, the Benin, from his cotton after transformation, has been selected by FIFA as one of the countries will produce the shirts for the players. The same cotton we produce in Cameroon. The only difference is being that our own will be export, as a raw material, and that they are transforming it. So I think there are lots of things we can do, and
I was talking of creating a university for science and technology, and I see one covering that region. I see one covering English-speaking region. I see one covering. That's why I say 4. There are 3 or 4 in my mind. Sound at at the forefront of the research and education and training in science and technology. These are some few ideas I can throw on the table. Thank you very much, sir. Thank you. Alors, bon après-midi, professeur. Bonjour, madame. Oui, bon après-midi à tous. Je tiens déjà à vous démontrer alors tout l'honneur que j'ai de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Oui. Alors, je disais tantôt que le thème que je souhaite aborder, c'est entrepreneuriat au Cameroun, défis et opportunités. Je suis Vania Makuedon, promotrice de MN Consulting, une société spécialisée dans la création d'entreprises, plus suivi comptable et fiscal et tout ce qui va avec. Donc nous collaborons avec des entrepreneurs ambitieux qui se conforment aux normes et qui souhaitent bénéficier de soutien financier. Donc par exemple, on a Infinidex qui recherche actuellement 20 millions de francs CFA pour étendre son service innovant qui permet de transformer une unité centrale Windows en plusieurs postes de travail indépendants. Et cette solution cible les établissements scolaires, les PME, les PMI et les administrations publiques. Alors, ma question est la suivante, en tout cas, mes questions. Dans le cadre de votre programme, quelles mesures concrètes prévoyez-vous justement pour faciliter l'accès au financement des projets innovants comme celui d'Infinidex? Et par ricochet, quand est-ce que celui-ci peut justement rencontrer votre administration pour que les lignes bougent? C'est la première question. La deuxième, quel partenariat envisagez-vous avec des organismes publics ou privés pour encourager l'innovation et l'entrepreneuriat local? C'était les questions aujourd'hui que je voulais que vous apportiez un peu plus d'éclaircissement au public et à moi-même. Merci. Merci beaucoup. Alors, quelles mesures pour le financement des entreprises innovantes? C'est ce que j'ai dit tout au long de mon intervention tout à l'heure. Il n'y a pas une seule mesure. Parce qu'il va y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lignes de financement pour certains types d'entreprises que l'on va mettre en place auprès d'un certain nombre de banques. Ces lignes de financement, d'abord je parlais du secteur technologique, vont avoir des comités de sélection des projets. Si vous avez un projet, vous venez l'exposer devant un panel composé de chefs d'entreprise expérimentés, sans doute, comme je l'ai dit, avec maximum 2 représentants de l'État, généralement 1, qui vont écouter votre exposé, voir votre projet et décider effectivement si vos besoins de financement peuvent être pris en charge sur la ligne de crédit qui sera ouverte auprès des banques. Et donc ça, c'est le premier mécanisme de financement, passer par les banques. Mais il y a également des financements qui vont passer par ce que nous avons dit tout à l'heure à propos de la SNI. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, parce que tout dépend de la taille du financement. Il y a des entreprises, vous avez parlé de 20 millions, si j'ai bien compris. Bon, voilà. Ça, c'est des microfinancements, en fait, à l'échelle d'un État où ce sont des microfinancements. Donc ça va passer peut-être par le canal des banques et autres. Mais si vous voulez maintenant monter une entreprise d'une certaine taille, qui a un certain niveau de capitalisation, et demande dès le départ, par exemple, des milliards, ce n'est pas par ce mécanisme-là qu'on va nécessairement financer. On va voir si on finance par la Société nationale d'investissement, qui d'ailleurs a l'avantage, en plus de financement, de vous apporter sa garantie. Parce que si des partenaires, même étrangers, savent que vous êtes en train de monter une entreprise dans laquelle une entreprise publique, une société d'État, voilà, prend des participations, ça apporte une garantie pour l'opérateur extérieur. Exact. Donc ça, c'est également un mécanisme de financement. Je pense que tout le financement ne pourra pas être public, bien entendu, parce qu'il y a aussi des financements privés. Et ce n'est pas à l'État de les organiser. Je crois que le privé sait très bien comment gérer son argent et très bien comment le gagner.
Nous avons vu, par exemple, il y a eu pendant une dizaine ou une vingtaine d'années, les MC2 qui sont devenus maintenant les MUFID, je crois. Les MUFID, voilà. Ça aussi sont des mécanismes de financement qui vont très bien avec le niveau de financement dont vous parlez tout à l'heure, par exemple de 20 millions, peuvent trouver effectivement très rapidement auprès d'un MUFID un financement de cette hauteur. Bon, on peut y ajouter d'ailleurs d'autres, ce qu'on appelle les microfinances, hein, qui ne sont pas forcément dans le réseau MUFID, parce qu'il y en a qui ne sont pas dans le réseau MUFID, mais qui font aussi ce genre de financement. C'est vrai qu'ils prennent moins de risques, ils sont beaucoup plus fragiles et tout, mais le MUFID c'est bien, parce que je crois que ce qu'ils essayent de faire, on m'a dit, ils ont réussi vraiment à mettre en place des réseaux de coopératives, parce que à la fin c'est ça. C'est des réseaux de coopératives qui permettent effectivement de recevoir plus facilement des financements, mais aussi de garantir plus facilement des financements. Donc, je résume, il y a les financements publics qui vont passer pour nous, pour éviter les coûts de structure, les coûts de fonctionnement, qui vont passer par les réseaux bancaires, pour jouer un peu le rôle que la banque des PME joue aujourd'hui, ou en tout cas est censée jouer aujourd'hui. Nous avons les financements qui vont passer par une société comme la Société nationale d'investissement. Et puis il y a des fonds, en dehors de ce que je viens de vous dire, nous avons des fonds qui dans notre programme, vous lirez quand vous lirez le programme 2025, il est dedans, il y aura un fonds pour l'entrepreneuriat. Et tous ces fonds mis en place par l'État, la mise en œuvre en réalité des mécanismes de fonctionnement de ce fonds sera assurée avec le secteur privé en grande partie, l'État étant là simplement pour surveiller et tout, parce que je continue de dire que je pense que le secteur privé ou bien les entrepreneurs du privé sont mieux outillés que quiconque pour valider un projet entrepreneurial. Voilà ce que je pourrais pour... parce que sur les financements innovants, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire quand je viens vous rencontrer, entreprises du secteur technologique, justement, vous êtes le secteur le plus innovant. À la limite, ce n'est pas pour banaliser ou mépriser les autres entreprises industrielles, mais à la limite, on sait déjà comment on fait une entreprise agricole, on sait comment on fabrique les chips, à la limite et tout. Donc ça, le problème n'est pas là. Mais l'avantage avec le secteur innovant, c'est qu'il crée de la richesse à partir de rien, en général. C'est à partir de l'idée, à partir de l'intelligence, et pas forcément avec la matière première. Et qu'avec cela, on peut créer beaucoup d'activités, générer dans certains domaines beaucoup d'emplois et avoir une valeur ajoutée qui est considérable. C'est pour cela que son financement va faire l'objet d'une attention particulière dans les lignes de crédit dont nous avons parlé. Et en fait, tout cela sera chapeauté par le fonds spécial dont je viens de parler. Parce que le fonds spécial, il n'est pas question pour nous que nous créions un fonds spécial qui ait des antennes dans chaque région. Ça on retombe dans le même truc. C'est le fonds spécial qui va coordonner l'ensemble des lignes de crédit que nous allons mettre en place. Donc, financement des entreprises de la tech et innovant, financement de l'agriculture, financement de la transformation des produits agricoles, c'est-à-dire financement de l'industrialisation, parce qu'on veut réindustrialiser et surtout porter à un autre niveau l'industrie au Cameroun. Donc, et les filières sont dans mon programme. Nous avons parlé, par exemple, de l'agriculture avec l'agro-industrie. J'ai parlé parce qu'il faut que nous ayons vraiment ce qu'on appelle les bases de l'industrie, et même en Europe, c'est-à-dire avec le développement que l'on voit dans la métallurgie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce qu'on appelait à l'époque l'industrie lourde, l'industrie de base, vous ne pouvez pas. Or, nous avons la matière première pour, nous avons le fer, nous avons la bauxite, nous avons tout ce qu'il faut pour faire la matière première de base. Donc nous produisons de l'aluminium à aider à mettre l'exportation. La quantité qui est transformée localement, c'est zéro. La preuve, je ne suis même pas sûr que le papier alu que vous, les femmes, vous utilisez soit fabriqué ici. Par contre, vous allez voir que pratiquement, je ne sais pas, à part peut-être la tôle. Et encore, il faut que je vérifie. Je crois qu'on m'a dit que alu quand fabriqué un peu la tôle. Mais à part ça, on ne fait plus. Il y avait aussi des casseroles ou quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Donc, il y aura une ligne de crédit pour financer chacune de ces filières. Ok.
J'ai quand même une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous nous avez fait comprendre qu'il y aura justement des projets un peu plus méritants, en tout cas ceux qui seront plus méritants seront financés et tout ça. Là, j'aimerais poser la question. Nous savons que les Camerounais, justement, il y a beaucoup de génie sur le territoire et que lorsque, par exemple, 10 projets assez intéressants qui fonctionnent déjà sont voilà, exposés à la place publique justement pour le financement, est-ce que c'est judicieux de porter un projet parmi ces projets-là, justement, ou en tout cas choisir un projet, le financer au détriment des autres, ou bien ne pas réfléchir à une solution équitable, justement, de pouvoir pousser tout le monde, vous voyez, pousser tout le monde à avoir le bout du tunnel? Oui, ce qui me fascine chez nous les Camerounais, c'est que nous aimons beaucoup notre liberté. Mais après, nous nous comportons comme des communistes. Après, c'est-à-dire qu'il faut qu'on donne à chacun. Non, il ne peut pas y avoir, j'allais dire, d'égalité, même difficilement d'équité dans ce domaine. Nous avons dit, il y a un panel qui doit apprécier le projet objectivement. Il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire, vous venez, du moins je présume, parce qu'en la matière, on va faire d'ailleurs comme nous le faisons dans le domaine de la justice. Si c'est votre frère qui va venir présenter le projet devant vous, on va vous demander de vous refuser. Vous ne devez pas prendre part au panel. Bon, mais à part ça, je ne vois pas pourquoi 7 chefs d'entreprise assis évaluent un projet et tout, et finance, et on dit que, ouais, non, mais il faut pousser tout le monde. Non, mais vous ne pouvez pas pousser l'entreprise en sachant que c'est un canard boiteux, parce que c'est en fait vous-même, vous savez que c'est de l'argent que vous jetez. Dans la mesure où ce n'est pas un canard boiteux. Ah non, mais si ce sont toutes des entreprises pertinentes, vous savez très bien, même que, je crois que certains parlaient de prix tout à l'heure, il y a on peut évaluer et voir le niveau de financement qu'on a fait. Vous pouvez, oui, si vous avez 5 projets, pardon, il y a le premier qui se distingue, qui survole, il y a un deuxième, il y a un troisième, on ne va pas les financer de la même manière. Parce que le premier est a priori plus solide. Hein? Voilà, plus mature, plus solide, on est sûr qu'il peut aboutir. Le second, bon, il peut. Et d'ailleurs, quand on va jusqu'au 3e, 4e, 5e, on peut vous dire il y a encore du travail à faire dans tel ou tel domaine, il y a encore telle chose, paramètres à améliorer pour espérer accéder au financement. D'accord. Voilà. D'accord. Merci pour ces éléments de réponse. Merci. Bonsoir, cher professeur. Bonsoir. C'est un honneur pour moi de m'asseoir à côté de vous pour pouvoir vous présenter mes préoccupations et mes remarques. Voilà, je suis Ricardo Conlac, je suis un ancien de la diaspora allemande. J'aurais d'abord une remarque, parce que depuis, on est là, on est dans la sphère tech, on va dire, dans la sphère technologie. Et depuis, vous articulez assez sur les financements qui vont passer par des banques, mais j'aurais d'abord une remarque là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu de la tech n'est pas un milieu éligible au financement bancaire dans un départ. Donc c'est une chose qu'il faut qu'on prenne en considération. Donc il faut savoir que le milieu de la tech, c'est quelque chose, c'est un secteur où on est assuré qu'au moins 95% des investissements vont être perdus. Donc le banquier ne saurait prendre ce risque-là. Donc c'est ainsi que je voudrais plutôt proposer qu'au lieu de créer des lignes de crédit dans les banques, parce que les startups ne sauront jamais comment faire ou bien ne pourront jamais remplir les conditions pour prendre ces financements-là, de plutôt créer des mécanismes et des incitations qui vont mener à des créations de réseaux d'investisseurs locaux. Je prends un exemple. Depuis que je suis au Cameroun depuis 2022, j'ai constaté qu'il y a par exemple des réseaux d'investisseurs comme Cameroun Angel Network, Mountain Angel Network, de Okilians et bien d'autres qui essayent malgré tout, c'est-à-dire c'est un risque qu'ils prennent, quand bien même ils savent que c'est très risqué parce qu'à la fin, 95% des investissements vont échouer. Donc ce que je proposerais dans ces cas, c'est plutôt leur donner ou bien créer des critères d'éligibilité pour des startups qui pourront peut-être aller chercher une certaine certification chez les pouvoirs compétents, bien en l'occurrence l'État. Donc on cherche juste cette certification-là et ensuite, maintenant la certification, elle va
permettre par exemple à la start-up de lever chez les investisseurs locaux cet investissement-là, donc maintenant que l'État pourra maintenant garantir. Donc on a plutôt une diminution du risque aux côtés de ceux qui veulent bien prendre le risque d'investir dans des startups. Je pense que de cette manière-là, il y a des pays comme l'Angleterre par exemple qui le font déjà à travers des mécanismes qui sont appelés par exemple le SEIS ou bien l'EIS pour les entreprises un peu plus grandes. Voilà, donc ça c'était d'abord la remarque que j'avais. Et ensuite maintenant j'avais une question pour des gens comme moi qui sortent de la diaspora, parce que je dois vous avouer que mon retour au Cameroun n'a pas du tout été facile. Pas vraiment. Je veux dire, on vient d'un environnement où on a certes l'expertise acquise à l'étranger, mais on est aussi dépaysé déjà. Donc c'est-à-dire les réalités locales, ça fait longtemps qu'on n'a plus été au pays, donc en fait, face à beaucoup de problèmes. Je connais beaucoup de Camerounais, que ce soit de l'Allemagne, de la France ou des États-Unis, qui aiment le Cameroun, qui adorent l'esprit en fait de pouvoir construire ce Cameroun ensemble. Mais ces mêmes Camerounais que je connais là ont au moins à 99% échoué dans leurs divers investissements au Cameroun. Parce que le plus souvent, on veut bien préparer son retour, mais après, on envoie l'argent. Vous savez tous comment ça se passe après. Donc, avant un niveau, on se fâche, on dit, ah, c'est même quoi depuis que je ne mets plus l'argent, que je mets l'argent et je ne vois rien. Soit on décide de ne plus rien faire, soit on rentre au Cameroun comme moi pour essayer de mieux comprendre. Donc, j'aimerais savoir dans votre programme ce que vous comptez faire pour assurer un retour effectif de cette expertise-là de la diaspora, parce qu'on parle tout de même de plus de 20 000 Camerounais qui sont ingénieurs en Allemagne, on parle de plus de 50 000 en France, on parle également de plus de 5 000 au Canada, on parle également de plus de 10 000 aux États-Unis. Merci beaucoup de votre remarque initiale sur le financement. Je vous comprends, mais je ne crois pas que ce soit contradictoire. Avoir une ligne de financement privée, en fait, ce n'est pas privé, c'est une ligne gérée par les banques, mais c'est un financement public. C'est l'État, ce n'est pas le banquier qui demande et vous fait des prêts comme à l'habitude. C'est un financement public. On passe par la banque simplement comme couloir, comme institution, instrument de facilitation. À preuve, on n'appliquera pas les taux bancaires. Donc c'est de l'argent public. Mais on utilise les banques comme un véhicule pour diminuer justement les coûts et l'argent que l'on perd dans les structures. Parce que si vous voulez ouvrir une agence d'une banque ici à Douala, il faut un bâtiment et puis il te faut un personnel avec des postes, donc des directeurs, ceci, des véhicules. Lorsque l'argent est géré par une banque de la place, on sait que le crédit est disponible, qu'il tient son comité, on ne va pas dire de crédit en l'occurrence, mais son comité de sélection tous les mois, ou tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, il va tenir, il va sélectionner le projet, il va financer. Et nous n'avons même pas discuté de la question de savoir s'il y aura un taux d'intérêt là-dessus. C'est peut-être à un taux d'intérêt 0. C'est peut-être à un taux d'intérêt 2%. Donc c'est l'argent public, c'est un moyen de financer. Je vous comprends très bien, professeur. Voilà, les startups n'ont pas besoin de crédit. Bon, tant mieux si c'est le cas. On a plus besoin de prise de participation. On a plus besoin qu'il y ait des experts qui peuvent mettre quelque chose à la bourse. Il y en a au Cameroun. Mais seulement, ils ne peuvent pas actuellement, c'est-à-dire sauter ce pas-là parce qu'ils trouvent le risque trop grand pour eux. Oui, vous ne m'avez pas laissé terminer. Je voulais prendre ce premier aspect pour vous expliquer peut-être le fond de notre démarche sur la question des lignes de crédit. Parce que vous avez dit qu'ils n'ont pas besoin de financement bancaire. Je voulais vous faire comprendre que ce n'est pas un financement bancaire. La banque est là comme véhicule, c'est un financement public. Donc c'est l'argent public qui peut être à taux 0 ou à taux 1% et tout. Si c'est taux 0, ce n'est pas un crédit. Donc voilà. Mais
l'État ne peut pas se mettre à un carrefour pour dire qu'il y a un projet, je donne l'argent. Il faut bien qu'il y ait un véhicule, qu'il y ait un mécanisme, et ce mécanisme-là permet de sélectionner. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne suis pas d'accord avec vous de dire que les startups n'ont pas besoin de crédit. Ça dépend. Dans la tech, il y a beaucoup de compartiments. Nous parlions tout à l'heure, par exemple, de BI, qui est sur un segment maintenant, c'est toujours une start-up aussi, ou bien c'est une entreprise de la tech. Mais s'il veut créer une usine là-bas, pour créer une usine, vous n'allez pas dire que c'est encore le même type de financement qu'une start-up qui vient avec une idée ou machin. Non. Donc, je crois que la palette d'ailleurs des entreprises du secteur technologique est vaste et large. Donc, il faudra adapter les financements en fonction de cela. Je voulais maintenant en venir à votre idée pour vous dire, je la trouve absolument intéressante. Le problème n'est pas là. Mais maintenant, vous ne m'avez pas dit, parce que vous avez dit qu'il faut aller chercher une certification auprès de l'État. L'État donne la certification comment? En posant par exemple des critères d'éligibilité. C'est l'idée de mon comité de sélection. C'est la même idée. C'est-à-dire que lorsque vous avez un comité de sélection composé en grande partie des chefs d'entreprise ou en tout cas des acteurs économiques du secteur privé qui sélectionnent, vous avez cette certification-là. C'est en quelque sorte cette certification. On dit le projet est valable. Comme on dit habituellement, même si ce n'est pas le terme qu'il faut en l'occurrence, il est bancable, c'est-à-dire qu'on peut soutenir finalement. Donc vous pouvez prendre ce risque-là. Parce que c'est toujours le niveau de risque. Hein. Vous pouvez prendre un risque à 50% ou à 100%. Je le dis d'autant plus que quand c'est mon expérience personnelle d'investissement foireux, il y a à peu près 30 ans, vous voyez, justement les entreprises du secteur technologique démarraient. Je me souviens toujours, on avait parlé du grand, enfin comment on appelait ça, le bug, qui allait intervenir des années 2000. Voilà. Et on nous disait, donc il y a toutes sortes d'entreprises, d'informatique, de la tech qui sont mises en place pour nous dire comment on va éviter le bug pour que tout ne s'écroule pas et que ça va générer un argent fou. Bon, moi je ne suis pas du secteur, je ne suis pas très confiant, mais j'ai des amis comme tout le monde et qui me convainquent que c'est un bon investissement. J'ai ramassé, j'ai raclé mes fonds de caisse et tout pour mettre dedans. Et je peux vous dire qu'il n'y a jamais, même la mise de dépôt, mais même pas la couleur. Donc il faut seulement oublier. Donc je suis d'accord. Donc ça, c'est des choses qui se font. Donc la vérité, c'est que nous ne devons pas avoir de rigidité en matière de financement. Il faut de la souplesse pour l'adapter justement aux activités concernées, aux entreprises concernées. Donc moi, je ne suis pas contre l'idée de certification, mais je pense que sans encombrer l'État, parce que peut-être vous ne connaissez pas l'État en termes de bureaucratie. Moi, je connais l'État en termes de bureaucratie. Puisse-vous leur donner du travail, puisse-vous leur donner du pouvoir, puisse-vous créer des blocages. Mais quand vous dites il y a un comité de sélection des projets composé des acteurs du secteur privé avec un représentant de l'État, puisque c'est les financements publics, qui siègent tous les 3 mois, qui siègent annuellement, j'en sais rien, il faut déterminer. Oui, comme on dit, si on a affaire à une entreprise qui est déjà dans un segment où il va faire de la production industrielle, moi je dis, bon, il va falloir voir son taux d'intérêt, on peut l'accompagner, mais ce ne sera pas à taux zéro par rapport à celui qui va venir et qui est effectivement de la tech pure et une idée, et on va dire, bon, on lui donne cet argent à taux zéro. Le taux zéro, la différence entre donner gratuitement ou bien faire comme un homme d'affaires qui prend un risque en disant je peux tout perdre là-dedans, c'est seulement le taux zéro, c'est qu'on attend quand même que tu rembourses le capital sans aucun centime de plus, mais il faudra que tu rembourses. Je pense aussi que c'est un gage de sérieux, parce que c'est quand même très tentant, hein, si on vous met 500 millions entre les mains, 1 milliard ou bien 2 ou 300 millions, en disant, bon, écoute, tu te débrouilles, si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, c'est pas grave. Non, mais voilà. Je crois que à ce moment-là, vous avez seulement donné, vous êtes assuré que le gars, il va écumer tous les restaurants de Bonamou, ça dit, tous les machins. Donc il faut au moins qu'ils se disent, on m'a donné de l'argent, je n'ai pas d'intérêt à payer dessus, mais il faut que je rembourse quand même. Donc, c'est ça.
Donc, attendez. Oui, l'autre question, c'était le retour. Le retour des Camerounais. Ça, c'est une grande question. Pratiquement tous les Camerounais de la diaspora ont fait la fâcheuse expérience d'envoyer de l'argent au pays pour faire quelque chose. Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est qu'ils continuent de le faire. C'est l'amour du pays. Voilà. Si vous regardez notre programme 2018, et ce sera encore le cas, et même encore amélioré dans 2025, dans le programme 2025, c'est que nous voulons en réalité organiser les choses de telle sorte que la diaspora se sente en sécurité. Pas physique, ils sont dans leur pays, mais dans leurs investissements. Premièrement, nous avons dit qu'il faut une agence de la diaspora. L'agence de la diaspora, c'est vraiment l'agence qui va accueillir la diaspora quand elle arrive. Et va lui faciliter son... Parce que ce que vous dites, le témoignage est absolument frappant et tout à fait compréhensible. C'est-à-dire quand vous avez passé 12 ans, 19 ans, machin, vous, sans revenir, ou même si vous revenez de temps en temps, vous n'êtes plus accoutumé, vous ne connaissez plus les arcanes du pays. Donc il y a besoin d'adaptation, pour ne pas dire même de réinsertion. Et pour vous réinsérer, il faut effectivement une agence. Quand vous arrivez, il faut que vous soyez en mesure, qu'on puisse vous dire, vous voulez un logement, une maison, acheter une maison, un appartement ou un terrain. Il faut que cette structure soit en mesure de donner des assurances à la diaspora. Et ça, c'est pour moi, dans ma tête, c'est vraiment quelque chose qui va être important. C'est-à-dire, si c'est sur le plan foncier, ça veut dire qu'ils travaillent avec les municipalités, avec les gens qui font des lotissements, pour que lorsque vous venez, ce soit plus vous-même qui soyez livrés aux vendeurs. Voilà. Ça, c'est la première chose. Parce que je sais que beaucoup de Camerounais de la diaspora ont perdu de l'argent parce qu'ils voulaient construire soit leur maison, soit des immeubles et tout cela. Bon, la deuxième chose, la diaspora peut aller jusqu'à vous conseiller des entreprises si vous voulez construire. Mais déjà, pour moi, le rôle de la diaspora, qui est quand même, quand on parle d'une agence, c'est une institution publique, c'est une agence de l'État. Donc elle va vous garantir, donner des assurances. Vous avez ce terrain, vous êtes sûr que c'est votre terrain. Que personne ne va venir vous emmerder. Et d'ailleurs, en travaillant avec la diaspora, il peut y avoir des lotissements, vous comprenez? Moi, je suis frappé par une chose. Nous faisons souvent comme si on réinventait la roue. J'ai vu l'Éthiopie repartir et être une des nations phares en Afrique. Alors qu'il y a quelques années, bon, c'était le pays où on montrait les enfants en train de mourir de faim, de kwashiorkor et tout. Et c'est la diaspora éthiopienne. Je ne dis pas elle seule, mais elle a joué un rôle clé. Et pourquoi? Parce que justement, elle a trouvé un pays où il y avait de l'ordre. Parce que les communistes ont, comment dirais-je, le tort de vouloir niveler les choses, mais ils ont quand même, à leur mérite, c'est qu'ils savent ce que c'est que l'ordre. Dans un pays communiste, on ne rigole pas avec, surtout quand c'est les trucs de l'État et tout. Donc, le régime de Mengistu avait laissé un pays où les gens sont respectueux de l'ordre. Ce qui fait que les dérives et les machins fonciers, c'était beaucoup plus limité. Et ensuite, ils ont fait, par exemple, des lotissements. Dans Addis Abeba, moi, je connais des zones entières d'Addis Abeba qui étaient des taudis, mais des bidonvilles, comme vous ne pouvez pas imaginer, où on a réglé le problème. Pour ceux qui pouvaient rester, ils restent. Pour les autres, ils sont partis, on les a logés ailleurs. Mais il y avait là le foncier disponible et les gens de la diaspora qui avaient beaucoup d'argent. Je signale au passage, par exemple, que l'Éthiopie avait une très très forte diaspora américaine, notamment autour de Washington, où un chauffeur taxi sur scène était éthiopien et tout. Donc, ils ont mis de l'argent. Mais c'était garanti et sécurisé. Donc, pour nous, l'agence pour la diaspora, c'est ça. C'est vous garantir cela. La deuxième chose, c'est que lorsque vous venez avec un projet d'entreprise, toujours au sein de l'agence, parce que nous voulons qu'il y ait en quelque sorte un guichet unique, si vous voulez, dans l'entreprise. S'il y a des formalités d'entreprise que vous n'alliez pas, déjà même le gouvernement, il y a un guichet unique hein, avec l'API. Oui, exactement, c'est un guichet unique. Donc, il faut avoir l'équivalent au sein de l'agence pour la diaspora. C'est-à-dire, vous venez avec un projet industriel, vous n'allez pas multiplier les administrations. C'est-à-dire, on va vous dire, sur le plan fiscal,
voici les formalités que vous devez remplir sur le plan telle chose. Si vous avez par exemple, si vous tombez dans le régime des exonérations, parce qu'il peut y avoir, votre entreprise peut entrer dans le secteur où l'État fait des exonérations sur 5 ans ou 10 ans, voici ce qu'il faut remplir. Nous voudrions vraiment, c'est l'idéal, hein, que demain, un jeune Camerounais qui veut créer son entreprise, au bout d'un mois, soit en train de démarrer tout. En train de démarrer la construction, la réalisation de son entreprise. Parce qu'effectivement, on aura organisé les choses de façon à ce que là, il puisse avoir toute l'information. Et l'informatisation dont nous parlions va également nous aider. C'est-à-dire le fait qu'on mette tout cela, que tout cela soit informatisé en ligne. Pas que vous allez tomber sur des agents, vous allez remplir 10 pages de paperasse et tout. Il faut faire ça en ligne et tout, on va traiter, on vous donne les réponses immédiatement. J'ajoute que si nous étions suffisamment attentifs à la diaspora, construire une ville nouvelle au Cameroun ne serait rien du tout. Ça serait rien. Le problème, c'est que parfois nous sommes tellement jaloux entre nous-mêmes que nous ne voulons pas faire quelque chose parce que c'est X ou Y qui va en profiter. Et nous voulons développer le pays ou pas. Si vous faites une ville nouvelle, les gens disent qu'ils ont de l'argent. Vous dites que vous avez fait le lotissement, vous ne leur donnez quand même pas le terrain gratuitement. Ils veulent avoir la sécurité de leur investissement. Mais faites-le. Et ils vont vous construire la part qui revient au privé et vous allez faire les bâtiments, les édifices publics pour que tout cela soit en harmonie et marche. Donc il y a des montagnes d'argent qui dorment là dans la diaspora. Et la diaspora camerounaise n'est pas moins riche que d'autres diasporas que j'ai vues, que la sénégalaise ou la malienne et tout. Mais il faut apporter ces garanties. Ce sont les assurances que nous voulons donner demain. Donc avec cette agence qui sera gérée peut-être même par quelqu'un de la diaspora, moi j'en ai rien à foutre, mais c'est simplement qu'elle soit capable de faire les prestations, de donner les services qui apportent des garanties et la sécurité aux gens de la diaspora pour investir dans le pays. J'ajoute pour terminer que nous avons pensé également à un fonds de la diaspora. Parce que vous avez beaucoup d'argent dormant là. Il y a des gens de la diaspora qui peut-être n'ont même pas envie d'investir, de construire et tout. Vous faites un fonds de la diaspora. Nous passons le temps à chercher à lever des fonds sur le marché financier de l'Afrique centrale. Est-ce que la diaspora y concourt? Non. Nous voulons par ce fonds-là créer un mécanisme de financement qui peut permettre à la diaspora de placer son argent à un taux d'intérêt satisfaisant. Voilà.